Peter a investi près d'1 million de dollars dans un rêve qui, selon lui, allait changer sa vie. L'équipement fonctionnait. L'équipage se présentait tous les jours et vu de l'extérieur, tout ressemblait à une véritable exploitation minière. Mais après 6 mois de travail épuisant, la saison entière n'a produit que 20 onces d'or, soit un total d'environ 30 000 dollars répartis entre 4 personnes. Après les salaires, le carburant, les réparations et le paiement des dettes. Le compte bancaire était presque vide et Peter regardait la terrifiante réalité. Il n'était qu'à 3 semaines de perdre tout ce qu'il avait construit. Ce qui a rendu la situation encore plus brutale, c'est que rien ne semblait visiblement cassé. L'usine fonctionnait. La machinerie déplaçait la terre exactement comme elle avait été conçue. Il n'y a eu aucune panne mécanique dramatique à blâmer, aucune explosion catastrophique, aucune solution simple cachée à la vue de tous. Lorsque Freddy Dodge et Joan Ibarra ont commencé à analyser les chiffres, ils ont découvert quelque chose que Peter ne s'attendait jamais à entendre. Peter a expliqué à quelle vitesse son rêve s'était accéléré. Il est arrivé sur le site l'année précédente, a acheté le terrain en juin, a assemblé son trommel personnalisé et a commencé l'exploitation minière en juillet. Il croyait sincèrement que cette saison serait le tournant où tout commencerait à porter ses fruits. Au lieu de cela, chaque semaine le rapprochait de l'effondrement financier. L'année précédente, l'exploitation avait extrait environ 120 onces d'or, ce qui a donné à Peter l'assurance que la propriété pourrait soutenir une activité sérieuse. Mais lorsque son équipe s'est enfoncée plus profondément dans de nouvelles sections de terrain, tout a changé. Les matériaux les plus riches ont disparu et ont été remplacés par des couches infinies de limon fin et de terre de faible qualité. L'or n'apparaissait tout simplement plus. Freddy a écouté attentivement et s'est immédiatement concentré sur la seule chose que Peter avait négligé, le sol lui-même. Peter n'arrêtait pas de parler de mise à niveau d'équipements d'amélioration mécanique et d'ajustement de récupération. Freddy continuait de regarder au-delà des machines. Il a compris que parfois le véritable désastre se situe sous l'équipement plutôt qu'à l'intérieur. Ce schéma s'est répété tout au long de chaque mission de sauvetage de cet épisode. 5 mineurs étaient au bord de la ruine financière. 5 appels téléphoniques désespérés ont été passés à Freddy Dodge. Et dans chaque cas, le véritable problème s'est avéré être complètement différent de ce que les mineurs pensaient être erroné. Il ne s'agissait pas toujours de machines en panne. La récupération de l'or n'a pas toujours été médiocre. Et ce n'était certainement pas toujours de la malchance. Dans de nombreux cas, le véritable problème était invisible jusqu'à ce qu'une personne possédant des décennies d'expérience le reconnaisse. Lorsque Freddy et Juan sont arrivés à l'exploitation de Peter dans le nord-ouest du Colorado, près de la frontière du Wyoming, ils n'ont pas parlé au début. Ils restèrent simplement là à étudier la station de lavage que Peter avait construite de ses propres mains. Près d'1 demi-million de dollars d'équipements fabriqués sur mesure se trouvaient devant eux, sur un terrain qui attirait les mineurs depuis les années 1800. Ce terrain a eu une histoire longue et frustrante. Lors des précédents booms miniers, les ingénieurs ont construit un énorme canal de 32 000 uniquement pour transporter l'eau jusqu'à cette concession. C'était une entreprise énorme pour l'époque. Pourtant, l'opération a finalement échoué non pas parce que le sol manquait d'or, mais parce que les mineurs n'ont pas pu le récupérer efficacement. L'or ici était absolument parfait. Ce n'était pas de grosses pépites, ni même des flocons visibles. Une grande partie existait sous forme de particules microscopiques flottant dans du sable poudreux. Les systèmes miniers plus anciens ne parvenaient pas à le capturer efficacement, et ce même problème a continué à hanter la propriété des générations plus tard. Peter n'a pas été un mineur toute sa vie, il était graphiste et développeur de sites web. Il est tombé amoureux de la prospection après avoir trouvé des pépites d'or lors d'une détection de métaux avec son chien. Ce qui a commencé comme un passe-temps s'est rapidement transformé en obsession, et cette obsession s'est transformée en un pari qui a changé sa vie. Il a étudié des manuels scolaires, des manuels d'ingénierie et des documents de recherche sur la récupération. Il a conçu sa propre station de lavage à partir de zéro, même s'il n'en avait jamais construit auparavant. Il a ensuite contracté des emprunts, embauché une équipe de 4 personnes et s'est installé dans une région minière isolée, convaincu qu'un travail acharné et une ingénierie intelligente rendraient de son rêve rentable. Maintenant, ce rêve avait presque tout consumé. Peter avait besoin d'environ 1 000 dollars d'or chaque jour juste pour couvrir ses frais de fonctionnement. Aux prix actuels, cela signifiait produire environ une demi-once d'or par jour juste pour survivre. Sur une saison entière de 6 mois, il n'a consommé en moyenne qu'environ 0,11 onces par jour. Ce chiffre n'était pas seulement décevant,
Il était catastrophique. Il produisait moins d'un quart de ce dont il avait besoin pour atteindre le seuil de rentabilité. Les calculs financiers étaient devenus impossibles à ignorer et Peter a ouvertement admis que l'opération pourrait ne pas survivre encore quelques semaines. Puis Freddy et Juan ont regardé l'usine fonctionner. La saleté se déplaçait à travers la trémie d'alimentation et sur un plateau vibrant où le matériau était criblé et lavé. Le concentré tombait dans des réservoirs de rétention avant que les pompes ne le poussent dans un concentrateur à bol centrifuge conçu pour récupérer de l'or extrêmement fin. La théorie derrière le système de Peter avait du sens. Le concentrateur à filature utilisait la pression de l'eau et la force centrifuge pour séparer les matériaux plus légers des particules d'or dense. Tout ce qui s'échappait du bol passait par un système d'écluse de 20 pieds, équipé de tapis spécialisés pour récupérer l'or restant. Sur le papier, cela semblait innovant et très efficace. Après un test complet de 6 heures, tout le monde s'est réuni autour de la table de nettoyage. Le bol centrifuge n'a produit que 0,20 et une once troïe d'or. Les tapis d'écluse ont ajouté 0,06 onces supplémentaires. Au total, le total s'élevait à un peu plus d'un quart d'once, soit une valeur d'environ 500 $. Le silence qui a suivi a tout dit. Ce n'était même pas suffisant pour couvrir une journée complète de dépenses de fonctionnement de base. Peter a admis que c'était devenu sa réalité quotidienne, et on pouvait entendre l'épuisement dans sa voix, alors qu'il expliquait à quel point ils avaient besoin que quelque chose change. Freddy a livré la vérité que Peter avait passé des mois à éviter. La plante n'était pas cassée. En fait, il fonctionnait relativement bien pour ce pourquoi il avait été conçu. Cette vérité était dévastatrice, car elle signifiait qu'il n'y avait aucune solution mécanique magique en attente pour sauver l'opération. Oui, Freddy et Juan pensaient pouvoir améliorer la reprise de 10 à 15% supplémentaires grâce à des ajustements. Mais même avec une efficacité maximale, Peter perdrait toujours de l'argent. Le calcul n'a tout simplement pas fonctionné. Le vrai problème était le dépôt lui-même. La concentration d'or dans le sol n'était pas suffisamment élevée pour faire vivre 4 travailleurs et près d'1 million de dollars de dettes. Aucune machine ne pourrait réparer les mauvais salaires. Aucune percée technique ne pourrait créer de l'or qui n'existait tout simplement pas. Freddy a expliqué exactement ce que Peter avait besoin d'entendre, même si c'était douloureux. Sans un meilleur terrain, l'opération ne pourrait pas survivre. Pas avec cette plante, pas avec n'importe quelle plante. Le dépôt lui-même était devenu le plafond de son rêve. Peter restait là regardant l'équipement qu'il avait construit de ses propres mains. Près d'1 million de dollars étaient investis autour de lui en acier et en machines, alors que 6 mois de travail n'avaient produit que 30 000 $. Et pour la première fois, quelqu'un lui disait enfin la vérité. Puis un autre appel désespéré est arrivé de l'ouest de l'Idaho, près de la ville historique de Silver City. Cette fois, Derek Trull a été confronté à une crise totalement différente. Derek avait passé 10 ans à développer son expérience minière et 2 ans à tout investir dans une concession qu'il appelait True Mine. Il a dépensé 125 000 $ de ses propres économies pour construire une infrastructure, assembler un trommel, ajouter des convoyeurs et créer ce qu'il croyait pouvoir devenir une opération durable. Mais la saison dernière, il n'a livré que 27 onces d'or, soit bien en deçà de ce dont il avait besoin pour survivre. Ce n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses. Ce n'était pas suffisant pour payer son équipage de 3 hommes. Cette saison, Derek avait besoin de 100 onces, sinon son exploitation pourrait s'effondrer. Désespéré d'éviter de devenir un autre mineur en faillite, il a fait appel à ses partenaires Chris et Matt et a passé le même appel que Peter. Il a contacté Freddy Dodge et Juan Ibarra dans l'espoir qu'ils pourraient tout sauver avant qu'il ne soit trop tard. Cela a donc en quelque sorte changé les choses. Alors ils ont ajouté Chris, ajouté Matt, les ont appelés et ils ont voulu essayer. Et nous avons décidé que ce serait une bonne idée d'appeler Freddy et Juan. Mon investissement, tout ce que j'ai économisé depuis 10 ans, est dans cette opération. Derek est direct sur les enjeux. Son investissement, tout ce qu'il a économisé depuis 10 ans, est dans cette opération. Il faut que ça marche. Freddy et Juan effectuent un test de 4 heures. Presque immédiatement, ils remarquent que de l'eau est pulvérisée sur le tapis roulant pour le nettoyer. Cette eau lave également les matériaux riches en or avant qu'ils n'atteignent le trommel. Ils pensent ce qui déborde des morceaux lourds de jolies couleurs. L'or qui devrait être dans l'écluse touche le sol à la place. Ensuite, Freddy essaie de balayer le concentré et heurte quelque chose qu'il n'a jamais rencontré, en près de 50 ans d'orpaillage du sable ambré. L'or est 19 fois plus lourd que l'eau.
Dans une poêle, le sable noir se sépare de l'or car la différence de densité est suffisamment grande pour pouvoir être travaillé. Le sable ambré est différent. Il se situe entre le sable noir et l'or sur l'échelle de densité suffisamment lourd pour refuser de s'enlever suffisamment léger pour s'accrocher aux particules d'or et ne mener nulle part. L'équipe de Derek perd une journée entière chaque semaine à lutter contre le sable et le nettoyage. Une journée complète chaque semaine. Et la solution sur laquelle ils ont atterri est le mercure. Le mercure est utilisé dans la récupération de l'or depuis près de 3000 ans. Il absorbe l'or et laisse les autres matériaux derrière lui. Ensuite, vous le vaporisez pour libérer l'or. Les fumées provoquent de graves intoxications et des lésions cérébrales. L'un des contacts de Derek en est tombé gravement malade. Freddy expose clairement sa position. S'il existe un moyen d'éliminer complètement le mercure pour l'équipage de Derek, c'est bien l'objectif. Le test de 4 heures produit 0,60 et 1 once. Derek a besoin d'au moins 0,7 onces par course de 4 heures pour avoir une chance d'atteindre son objectif de 100 onces pour la saison. Troisièmement, des correctifs qui changent tout. Freddy et Juan identifient 3 problèmes mécaniques chez Trumine. Les grizzly bars des écrans inclinés qui trintent les matériaux entrants sont remplis de roches. Ces roches forcent la saleté riche en or sur le côté de la trémie au lieu d'y pénétrer. Avant tout correctif, chaque bourrage signifie que l'or touche le sol au lieu de l'écluse. Freddy et Juan augmentent l'angle d'inclinaison de 30 à 35 degrés. Les roches tombèrent proprement. La saleté des salaires coule là où elle est censée aller. Au cours du deuxième test, l'équipe de Derek passe 4 heures entières sans un seul bourrage. Lors du premier test, il s'arrêtait toutes les 20 minutes. La trémie se bouche et arrête l'usine. Au cours du seul premier test de 4 heures, l'opération perd 20 minutes de temps d'exécution à cause de ce seul problème. Au cours d'une saison minière complète, 20 minutes par confiture représentent des semaines de perte de production et d'or perdu. Freddy et Juan démontent les barres transversales et les remplacent par une seule poutre. Alimentation uniforme, débit constant. L'usine cesse de s'arrêter. De l'eau est pulvérisée sur la courroie pour la nettoyer. Cette eau nettoie également la saleté de la courroie avant qu'elle n'atteigne le trommel. L'or contenu dans la saleté de la ceinture finit sur le sol, pas dans l'écluse. Juan construit un racleur en caoutchouc, un ressort un grattoir fait maison qui ne coûte presque rien et qui balaie le matériau du tapis vers le trommel à chaque passage. Ce qui était perdu est désormais rattrapé. Lorsque nous avons effectué notre premier test, il a fallu plusieurs fois y aller et accrocher la trémie. De la manière dont il a été conçu, nous sommes passés de 30 degrés à 35 degrés. Il a l'air bien fait exactement ce que j'espérais. Cela évite le poids de cette ceinture. Il ne s'agit pas d'un branchement et d'une réaction constante. Et puis Freddy et Juan résolvent le problème du mercure. Ils donnent à l'équipage de Derek une table en or, une véritable table de concentration qui sépare l'or fin du sable ambré. Mécaniquement, pas de produits chimiques, pas de vaporisation, pas de fumée qui envoie les gens à l'hôpital. L'équipage de Derek n'aura plus jamais à toucher au mercure. Le deuxième test de 4 heures produit 0,67 onces, soit environ 15% de mieux que le premier test. Sur une journée complète de 10 heures, cela projette plus de 2 onces d'or d'une valeur de plus de 3600 $. De quoi faire vivre 3 familles et rien n'est traité au mercure. Freddy appelle le résultat exactement ce qu'il est de plutôt bon. La montagne du Tchad et les mathématiques de la survie. Chad se rend à Sumter pour prendre une douche. Il n'a aucun pouvoir sur sa revendication de 60 acres dans le nord-est de l'Oregon. Il vit dans une tente 7 mois par an sous la pluie et la boue au printemps, dans une chaleur étouffante, en été rationnant le propane pour maintenir son chauffage en marche pendant les nuits froides. Les ravitaillements sont loin. De l'aide, s'il en avait besoin, cela prendrait beaucoup de temps pour arriver. Il appelle sa femme Terry sur n'importe quel signal qu'il trouve. Elle regarde ce rêve consumer son mari depuis des saisons maintenant, et les appels téléphoniques à la maison sont devenus plus difficiles. Chaque semaine sur cette montagne est une autre semaine loin de sa famille. Chaque dollar investi dans ce terrain est un autre dollar qui n'est pas revenu. L'or provenant des revendications du Tchad est réel. Le problème est mathématique pour y parvenir.
Freddy et Juan améliorent l'écluse de Chad des fusils en or fin décalé, afin que le matériel ait plus de chances d'être attrapé et qu'aucun type de fusil ne tombe en panne ensemble. Freddy rétrécit la vanne d'1,5 pouce en utilisant un 2x4, ce qui augmente la vitesse de l'eau et améliore la rétention de leur fin. Le coût du matériel est presque nul, mais la réparation la plus importante n'a rien à voir avec l'écluse. La tranchée actuelle du Tchad se trouve sous 40 pieds de morse-terrain de roches et de terre qui doivent être décapés avant que des saletés payantes ne soient visibles. Ce décapage prend du temps et du carburant, puis cette saleté payante est transportée par camion sur 3 km par camion à benne pour atteindre l'usine de lavage. Chaque chargement coûte de l'argent avant qu'un seul gramme d'or n'atteigne l'écluse. Le carburant et le travail à eux seuls rongent chaque once qu'ils tirent. Il y a une autre coupe juste à côté de l'usine 2 pièces de morse-terrain, soit moins de 5% de ce qu'exige l'emplacement actuel. La conclusion de Freddy est simple. Même si la teneur en or de cette coupe plus rapprochée est la moitié de celle produite par l'emplacement actuel, l'exploiter sur le site sans frais de camionnage serait toujours la meilleure décision financière. Le deuxième test double le premier run. Le Tchad a un numéro et une direction. Que les calculs tiennent pendant une saison complète, c'est ce que Terry attend de découvrir. Vaughan est à moi et le problème de chaleur. L'usine de lavage de Vaughan fonctionne entièrement grâce à l'hydraulique. Le système est puissant et bien construit. Il y a aussi un plafond dont personne ne lui a parlé. Le fluide hydraulique s'échauffe en cas de fonctionnement prolongé. Lorsque la température dépasse le seuil, le système ralentit pour se protéger. Moins de vitesse signifie moins de matière. Grâce aux trommelles, cela signifie moins d'or par heure. Vaughan ne peut pas pousser son usine au-delà d'un certain point sans que le système hydraulique ne s'auto-cuite. Chaque jour, il fonctionne en dessous de sa capacité et il le fait depuis le premier jour sans savoir pourquoi. Vous savez, il a investi toutes ses économies là-dedans. C'est une situation grave ici. Vous savez, il va falloir pouvoir lui fournir jusqu'à 2 onces par jour pour pouvoir rentabiliser cette opération. Vaughan met la main sur le système et fabrique le correctif sur place. Les bons adaptateurs ne sont pas dans son camion, alors il coupe les embouts, les soude ensemble et les fabrique. Il monte un échangeur de chaleur sur le cadre à poutres en I, une unité compacte qui aspire l'eau froide directement de la conduite d'alimentation de l'installation de lavage et y fait circuler le fluide hydraulique. Le liquide entre chaud. Il en ressort plus frais. L'usine peut fonctionner plus fort que Vaughan n'a jamais été capable de la pousser. Pendant que l'échangeur de chaleur entre en place, Vaughan reconstruit l'écluse. Les fusils grossiers descendent bas dans la boîte de sorte que le matériau se propage et prend de la vitesse avant de toucher les fusils plus fins au-dessus. Plus de points de capture. Pas de chargement d'un seul fusil sous charge. Vaughan repère également des matières végétales et des matières organiques obstruant les tamis du trommel et interrompant le débit. Il monte une brosse en caoutchouc sur le côté du tambour. Lorsque le trommel tourne, la brosse élimine les matières organiques à chaque tour. Aucun moteur supplémentaire requis. La rotation du tambour l'entraîne. L'usine s'allume. Freddy vérifie la jauge de température hydraulique. Extrêmement cool. Vaughan regarde l'écluse se charger d'or fin que la configuration précédente laissait passer. Il n'a jamais vu les fusils ressembler à ça. Le résultat change tout pour cette opération. Le deuxième test produit 158 onces en 4 heures. Sur une journée de fonctionnement de 12 heures, cela représente plus de 4 onces et demie. La sortie précédente de Triple Vaughan sur le même salaire. La mine Papillon et la découverte qui réécrit tout. L'opération d'Anthony à la mine Moth dans le sud-est de la Colombie-Britannique se trouve dans la position la plus critique des 5 sauvetages. Son investisseur a besoin de 20 onces par semaine, juste pour rester engagé. Le test de base de 4 heures, avant que Freddy et Vaughan ne changent quoi que ce soit, produit 0,72 onces. Il rénove l'usine, de fins fusils en or ajoutés à l'écluse, barres de pulvérisation installées sur toute la largeur de la boîte de lavage pour une distribution uniforme de l'eau. Processus de nettoyage reconstruit à partir de 0. Le deuxième test porte sur 0,74 onces. Une amélioration de 2,7%. C'est 25 000 $ de moins par semaine que ce dont l'investisseur d'Anthony a besoin. Freddy sait déjà ce que cela signifie. Lorsqu'une meilleure usine produit de l'or presque identique, elle n'a jamais été le véritable problème. Anthony s'en prend à la mauvaise partie de sa propre réclamation. Freddy s'éloigne de l'usine de lavage. À 1,5 km dans une vallée qui n'a jamais été touchée, il trouve des arbres centenaires et un sol intact.
Les anciens n'ont jamais travaillé dans cette zone, soit parce qu'il n'y avait rien là-bas, soit parce que personne n'est jamais allé aussi loin. Freddy sort une casserole de la couleur du ruisseau, juste à la surface de la couche payante, avant même d'avoir atteint la profondeur où l'or se concentre. S'il y a autant d'or au sommet, qu'y a-t-il sur le substrat rocheux en dessous? Freddy demande des tests sismiques. L'équipe fait passer des câbles à travers le fond de la vallée et cartographie la géologie souterraine. Les résultats montrent que le substrat rocheux descend de 80 pieds dans une section soit 6 pieds plus profond que la géologie environnante. Une dépression, un ancien canal fluvial potentiel. Les canaux fluviaux concentrent l'or pendant des milliers d'années à mesure que les matériaux les plus lourds se déposent contre le point le plus bas du substrat rocheux. Il est difficile de le lire s'il n'a pas été exploité, surtout avec tous les arbres ici. Mais si vous trouvez ici un ancien canal de rivière que les glaciers n'ont pas rongé, alors qui sait, vous savez, il n'y a peut-être aucune limite. D'accord. Plus le canal est profond, plus il est collecté longtemps. S'il s'agit d'un canal et s'il possède le niveau qu'une formation comme celle-ci devrait avoir, l'opération d'Anthony ne se contente pas de survivre, elle devient quelque chose de complètement différent. Anthony déplace le matériel dans la vallée. Son équipe trace une route à travers les arbres. En quelques jours, enlève 2 pieds de morte-terrain, et non 42, et commence à injecter de la nouvelle terre dans l'usine de lavage. Il s'agit d'un terrain qui est resté intact à 1,5 km de l'usine de lavage avant qu'Anthony n'achète la concession. Le téléphone sonne. La mise à jour d'Anthony avec Freddy et Juan est immédiate. Le nouveau terrain est meilleur que tout ce qu'ils auraient pu espérer. 13, 5 onces en 4 heures. Les plus grosses pépites jamais récoltées ont permis de revendiquer la mine Moth. Anthony court une journée de 20 onces. Les jours de 7 onces deviennent le plancher, pas le plafond. Son investisseur cesse d'appeler. Son père commence à parler de venir travailler sur le claim, pas de visiter le mien, mais de travailler le sol, aux côtés du fils d'Anthony. 3 générations sur la même concession qui était restée intacte à 1,5 km de l'usine de lavage pendant tout ce temps. L'or était là tout le temps. Il a suffi à Freddy de s'éloigner de l'usine de lavage et de ramasser une casserole pour la trouver. Le vrai problème n'a jamais été la machine. Peter a donné près d'1 million de dollars pour un dépôt qui n'a pas pu être amorti. Il a construit la bonne machine pour le mauvais terrain et aucun manuel ne lui a fait la différence. Derek perdait de l'or sur son tapis roulant à chaque passage et perdait des journées entières à cause du nettoyage au mercure, parce que personne ne lui avait jamais dit ce qu'était le sable ambré ni ce qu'il faisait au processus de récupération. Chad transportait de la terre sur 3 km dans un camion à benne basculante. Carburant, main-d'œuvre, temps sur chaque chargement. Lorsque le meilleur terrain sur sa propre concession se trouvait à 30 pieds de son écluse, Vaughn étranglait son usine chaque jour parce que le fluide hydraulique n'avait nulle part où refroidir. Un problème résolu par un échangeur de chaleur en un après-midi avec des raccords fabriqués sur place. Anthony disposait de 13,5 onces par 4 heures sans être dérangé dans une vallée à 1 mile de son usine de lavage, dans le terrain qu'il avait parcouru chaque jour de chaque saison où il avait travaillé sur cette concession. Aucun d'eux ne le savait. Tous travaillaient. Tous échouaient dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec la difficulté avec laquelle ils se présentaient, combien ils avaient investi, ou à quel point ils en avaient besoin pour fonctionner. C'est cela le sauvetage, pas les clés, les fusils ou les barres de pulvérisation. La possibilité d'accéder à une concession, de voir ce que le mineur ne peut pas voir de l'intérieur, et d'identifier la seule véritable raison de l'échec de l'opération. Freddy Dodge fait cela depuis près de 50 ans. Les mineurs de cet épisode avaient des machines, de l'argent et de la détermination. Ce qui leur manquait, c'était un diagnostic, 5 opérations, 5 problèmes invisibles différents, 5 mineurs qui n'étaient qu'une bonne réponse, loin d'un avenir complètement différent. Déposez votre réponse dans les commentaires. Quel sauvetage a été le plus durement touché? Et la prochaine vidéo est déjà en ligne.